travail de plaidoyer qu'on fait au concours, faisant une veille de toutes les informations scientifiques, médiatiques, réglementaires que l'on peut trouver, et en les compilant, les mettant à disposition du grand public sur le site Veille Nano, sur les réseaux sociaux. On fait aussi une synthèse, une analyse dans des lettres Veille Nano qui sont en accès gratuit sur notre site. On participe à des conférences et des débats. Et on a vraiment un rôle de médiation auprès des décideurs, des acteurs scientifiques et industriels pour faire remonter les préoccupations, les questions et les propositions de la société civile. Donc, collectif très local qui s'est créé après le débat de 2009, alors que la demande d'informations sur les nanotechnologies était forte localement. En janvier 2013, l'association a rejoint Avicenne en tant que membre associé. Les nanotechnologies, ça constitue un champ très particulier du fait de la diversité des domaines concernés. Je rappelle pourquoi, d'un point de vue de la recherche, nous sommes intéressés par les nanotechnologies et les nanosciences en général, à visée médicale principalement et environnementale ensuite. Donc, par exemple, nous faisons des laboratoires sur puces qui permettent d'élucider certains mécanismes du cancer, de trouver des médicaments contre certains parasites. On a commencé à investir dans ce matériel de transformation des fibres synthétiques et commençaient à émerger les notions de nano. On commençait à en parler un petit peu partout en disant c'est la solution pour tout un tas de choses, pour l'inifugation, pour l'antibactérien. Quand on veut mettre à l'intérieur de ces fibres des produits fonctionnels, quels qu'ils soient, donc l'émergence des nano-objets et des nanoparticules, ça a représenté à l'époque pour nous une opportunité intéressante, puisque là on travaillait avec des objets grosso modo 1000 fois plus petits que la taille de nos fibres qui étaient déjà petites, et donc raisonnablement on pouvait arriver à les insérer ou à les déposer en surface sans qu'il y ait un changement fondamental au niveau des propriétés d'usage du matériau, de souplesse, de résistance, etc. Les associations ne se contentent plus de dénoncer les risques, mais sur la santé, sur l'environnement, mais qu'elles interrogent, voire qu'elles contestent les orientations des recherches. La collaboration entre chercheurs et associations a été peu à peu prise en compte. Discuter en premier lieu donc avec la société civile des enjeux du développement des nanotechnologies. Alors, donc, le projet Nanoscope, c'est un projet de type chercheur-citoyen, soutenu donc par la région Île-de-France, initialement en Nord-Pas-de-Calais, qui courait donc depuis novembre 2013 et qui se termine en mars 2017. Initialement, au tout début, c'est l'association FNE qui avait été contactée pour le montage du projet. Finalement, Avicenne, avec Mathilde Etcheverry et Daniel Nanti, qui a repris le flambeau. Les événements, et en particulier les 3 premiers, ont été de nature assez experte, en quelque sorte, mobilisant des industriels, des spécialistes de toxicologie, d'écotoxicologie, des spécialistes de réglementation, certains politiques, etc. Évidemment, la société civile qui était conviée dès le début. Mais très souvent, avec tous ces projets, il s'agit de traiter l'acceptabilité des recherches et non de discuter avec la société l'enjeu et l'intérêt. La demande de copilotage de la recherche est refusée en majorité par la communauté des chercheurs. Le chercheur, il doit pouvoir s'interroger sur le rôle social de ses travaux. En tant que chercheur, mais citoyen responsable en même temps, comme nous le sommes tous, sur à quel moment est-ce qu'on peut intervenir dans le processus tel qu'il est aujourd'hui de la recherche et du développement pour réfléchir aux conséquences de nos découvertes et de nos actions. C'est dans ce contexte d'accélération du transfert technologique que quand même les nanos se placent. Et je pense que la conception, c'est que ce continuum recherche-innovation, voire même cette utilisation de la science à visée d'innovation uniquement, qui se retrouve à travers tous les documents officiels que l'on peut lire et qui structurent notre activité de chercheur. Donc que ce soit l'ANR au niveau national ou les projets européens financés par l'Union européenne, eh bien on voit que avant tout, ce financement de la science est à visée innovante, c'est-à-dire faire des produits, transformer les usages et déployer sur le marché des nouvelles Effectivement, l'indépendance des chercheurs reste essentielle.
mais la société peut revendiquer quand même un encadrement éthique de leurs travaux. Faire de la recherche de façon éthique, c'est un problème qu'on a de façon croissante avec la spécialisation de la recherche, les questions de fraude, les conflits d'intérêts, mais également lorsqu'on essaye de lever de l'argent, le fait qu'on va promettre que demain, grâce à la nano, les aveugles vont voir et les petits Africains vont vivre heureux avec la nourriture, on a un problème de surpromesse. Et c'est le devoir d'alerte. Aujourd'hui en France, on sait bien qu'il y a un problème de la prise en compte des lanceurs d'alerte, c'est fréquent comme problématique. On pourrait avoir un statut particulier pour les chercheurs, ça serait intéressant. La question de la science sur les choix technologiques est importante, mais ce n'est pas souvent le facteur définition. C'est-à-dire, il y a toute une série de technologies qui sont relativement neutres d'un point de vue éthique en tant que fait scientifique. Je vais prendre le nucléaire, ça sert à soigner des gens en termes de radiothérapie. La bombe nucléaire, c'est facile. Entre les deux, les opinions varient. C'est avant tout une question de choix de société et pas intrinsèquement de fait scientifique. FNE, France Nature Environnement, c'est une association de protection de l'environnement qui existe aujourd'hui depuis presque 50 ans, qui a un but donc de représentation de la vie citoyen. Donc regroupe 3500 associations donc, qui sont présentes sur tout le territoire français et également dans les pays d'outre-mer. Sur les nanos, par exemple, on suit bien sûr les recommandations d'Avicenne et ce qui a été généralement dit. Cette année, on va faire une formation dans les dom-toms. Donc on se charge également de ne pas laisser les régions d'outre-mer seules sur tout ce qui est risque émergent. On nous a demandé à ce que des volets toxicologiques soient intégrés dans nos projets. Donc on a travaillé avec des partenaires européens de tous horizons. Le fait que le principe de précaution s'impose. Aujourd'hui, on est dans un environnement qui est parfaitement confiné, avec les gestions de pression qui vont bien, les équipements individuels de protection pour les opérateurs, et puis on est très suivi aussi par les CHSCT et compagnie, qui font qu'on manipule tous ces objets-là avec le maximum de prudence. Et chargé de mission nano auprès de la Confédération CFDT. Une grosse implication sur les problématiques santé-travail et qualité de vie au travail, et au niveau européen et au niveau national. Donc on est très impliqué auprès de la Confédération européenne des syndicats sur ces sujets, dont les nanotechnologies. CFDT lance au niveau national une enquête santé-vie au travail. C'est la plus grosse enquête jamais lancée au niveau national sur ces thématiques-là auprès du monde salarié. Sur les nanotechnologies, on a obligatoirement un regard un petit peu différent des ONG parce que notre mission et notre cheval entre guillemets de bataille, c'est d'abord le monde des salariés, même si on ne déconnecte pas les problèmes citoyens et environnementaux. Et c'est aussi pour ça qu'on trouve un bout de chemin à faire avec les ONG qui sont ici présentes. Parce que ce problème des nanotechnologies, c'est un problème, c'est ça le premier problème. La moitié de la société européenne n'a jamais entendu parler de nanotechnologie. Et le travail qu'on cherche à faire avec eux, c'est surtout de dire, vous n'êtes pas les experts, vous vous posez des questions, il n'y a pas de questions bêtes, il faut les poser. Voilà. Le projet Nesting qui vise à faire du plaidoyer, donc ce qu'on appelle le lobbying, pour aider à faire progresser la qualité de vie, l'environnement des enfants, de leur famille, de la femme enceinte. C'est vrai que c'est bien de ne pas considérer les nanoparticules et les nanomatériaux indépendamment des autres problématiques. WECF travaille beaucoup sur les perturbateurs endocriniens aussi. Je pense que le sujet n'est pas les nanoparticules aujourd'hui. Je pense que le sujet est bien plus vaste en fait. Le sujet, c'est la multi-exposition à laquelle on est soumis tous les jours. Si on prend le problème des nanos tout seul, on ne s'en sortira pas. Mais pris tout seul, vous serez toujours confronté à des industriels qui, peut-être de bonne volonté, vous diront « mais moi je respecte les seuils ». Alors on est exposé par 4 façons dans notre quotidien à tous les citoyens qui se font dans cette pièce. Par ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on met sur sa peau et ce qu'on respire. On a 4 moyens d'agir. Des nanos, il y en a dans l'alimentation et il y en a surtout dans les contenants. Donc, ça veut dire qu'il faut veiller, notamment dans la restauration collective, puisque moi mon métier c'est plus l'hôpital, les cliniques et les maisons de retraite. Donc il faut veiller dans une fabrique à manger, de faire en sorte que nous n'ayons pas de nanoparticules dans ce que l'on mange. Et pas, c'est pas du tout.
C'est pas un petit peu, ou des seuils, le discours des seuils ne m'intéresse pas. Par la fin de votre journée, si vous avez été exposé par les 4 voies dont je vous parle, en ayant respecté les seuils de chaque industriel, à la fin de la journée, les seuils, vous les aurez explosés à la fin de votre vie aussi. Et l'État, il a un rôle sociétal qu'on ne connaît pas trop. Et quand vous dites à une centrale d'achat, attention, il faut mettre dans vos critères qu'il n'y ait pas de nanoparticules dans la composition du produit. Vous vous rendez compte, le défi, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, et ça change la donne, parce que ça veut dire qu'à l'hôpital qui adhère à cette centrale d'achat, eh bien, il n'y aura pas d'exposition aux nano ou aux autres produits. Et de ce fait, les salariés du système et les patients seront informés de ça. L'hôpital, il y a un rôle d'exemplarité de pédagogie. On a beaucoup parlé de nanomatériaux en France, et finalement, comme on l'a dit tout à l'heure, on place sur les épaules du consommateur la responsabilité de trancher. Un des problèmes, c'est qu'on n'a pas l'information, on a beau scruter les étiquettes, on n'a pas toutes les infos. Donc ça ne marche pas. Il y a un problème, il y a toujours une solution, je dirais même qu'il y a plusieurs solutions. Donc là, sur la question des nanos et sur la question des perturbateurs endocriniens, il n'y a pas que le réglementaire, mais il faut absolument que nous, associations, société civile, nous travaillons sur les avancées en matière de protection juridique et réglementaire. Une association de mobilisation citoyenne. L'idée est d'impliquer le maximum les citoyens sur les questions qui touchent l'environnement et la santé environnementale. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé donc une campagne sur les nanoparticules dans l'alimentation, avec une analyse de 4 produits. Donc on a trouvé un laboratoire très sérieux, le laboratoire national de biologie et l'INSEE, qui a fait ces analyses. Et l'idée était de démontrer que les nanoparticules sont déjà dans l'assiette des Français et que quasiment personne n'est au courant de ce sujet-là. Ça a eu un certain retentissement médiatique, et du coup ça a permis de lancer la campagne, et clairement nous l'Omerta sur ce sujet-là. On veut faire l'information à la transparence, on demande vraiment de la transparence. L'idée étant d'aller regarder les étiquettes des produits dans les supermarchés et alimenter une base de données en ligne qui va bientôt sortir sur un site internet. Mais de poser des questions là aux industriels et aux services consommateurs, associations et autres scientifiques, etc. Puis dernière chose, oui, notre position, c'est de demander un moratoire sur les nanoparticules dans les biens de consommation, à commencer par l'alimentation, qui pour nous c'est le plus urgent. Je pense que nous on doit inventer un lobbying éthique. Et ce lobbying éthique, on commence à y réfléchir, puisqu'avec mon équipe, on commence à y travailler. Tous les problèmes que l'on connaît aujourd'hui, je crois qu'il n'existe pas de problème pour lesquels il n'y a pas une solution en face. Il existe une solution sur tous les sujets qu'on a abordés tout à l'heure dans cette heure qui est là. Simplement, 1, il faut aller les chercher, 2, il faut les mesurer, il faut vraiment mesurer leurs impacts. Donc, pour moi, le lobby alternatif, ça va être de convertir les industriels, parce qu'on a fait beaucoup de forums où on essaie de convaincre les consommateurs, de leur expliquer ce que c'était que des nanomatériaux, de leur faire comprendre comment ça marche, quels sont les bénéfices éventuels pour eux, mais on devrait aussi le faire auprès de PME et d'entreprises même de taille plus importante, parce que là, vous avez des gens qui ont aussi des convictions et qui sont prêts à abandonner les nanoparticules, notamment dans les produits alimentaires. En alimentation, très souvent, le bénéfice est un bénéfice technologique, donc il ne concerne pas le consommateur. Donc c'est vrai que pour l'alimentation, les positions qu'on peut avoir en tant que société civile sont des positions assez drastiques qui consisteront à dire finalement on n'est pas intéressé par ces nanoparticules parce que le bénéfice il n'est pas chez moi, il est chez l'industriel. Donc vraiment le questionnement du besoin, c'est ça qui, à mon avis, constitue peut-être le levier à actionner, peut-être pour aider les consommateurs à dire non. Les voix de la société civile dans les discussions techniques type OCDE, ISO et autres, et dans les discussions réglementaires, par exemple au niveau de la Commission européenne. On n'est pas une association qui est basée sur un nombre de membres, on est des avocats qui se sont réunis entre nous et qui nous sommes donné un but particulier. On travaille avec des scientifiques, avec d'autres juristes, avec des associatifs. Dernièrement pas mal sur les questions de déchets, de gestion des déchets, et on a essayé de résumer en 7 ou 8 points les questions importantes à se poser et des recommandations pour l'ensemble des acteurs, les gouvernements, les industriels, les laboratoires, ceux qui faisaient du retraitement de déchets. Donc on a préparé une déclaration qui aujourd'hui est signée par environ 100-150 organisations dans le monde.
Il y a aujourd'hui de l'innovation. L'innovation n'est pas symbole d'amélioration, en aucun cas. L'innovation, ça peut être formidable, comme ça peut être générateur d'effets collatéraux connus par avance, par ailleurs. Mais je pense que la vraie clé est de savoir ce qu'on achète et de se poser des questions en termes d'impact. Pour moi, c'est vraiment la clé. Si on se pose la question des impacts générés par une décision d'achat ou une décision d'organisation, si on se pose les questions, on prendra des choix éclairés. Il y a plein d'alternatives. Mais on peut faire autrement. Il faut payer un peu plus cher. Ok, mais mobilisons-nous. Si demain, 100% des maternités françaises et des services de réa se mettent d'accord avec des centrales d'achat pour aller négocier des produits, eh bien, au lieu de payer 17 centimes de plus, on arrivera à payer peut-être que 3 centimes de plus. Parce qu'après, c'est à la marge la différence. Hein. Donc, allons-y. Allons-y. Le pouvoir est dans le caddie. L'objectif d'aujourd'hui, c'était ce travail en inter-association. Et ça, c'est probablement un des points importants à poursuivre. Hein, c'est se fédérer pour faire entendre pas une seule voix, mais une ou plusieurs voix, mais beaucoup plus forte. Voilà.